Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous et bienvenue au CIMA Talks de CIMA 2022. Nous avons aujourd'hui avec nous les DigiFerm. Nous allons discuter de la robotique en viticulture et en grande culture avec les experts qui nous accompagnent aujourd'hui et qui vont nous parler sur comment créer de la valeur ajoutée dans le secteur agricole via les solutions numériques. Nous allons aborder cette thématique en deux parties. La première, on se posera la question sur quel modèle économique pour la robotique viticole. Et dans un deuxième temps, nous parlerons des perspectives de la robotique au service de l'agroécologie en grande culture. Mais certains parmi vous ne connaissent peut-être pas encore le réseau de DigiFerm. Il y en a d'autres que oui, mais pour avoir un peu plus de détails, le réseau de DigiFerm est un réseau qui est constitué des plateformes de tests, c'est des infrastructures de tests où on évalue différentes technologies numériques sur toutes les filières dans l'ensemble du territoire français, aussi bien en filière animale qu'en filière végétale, en grande culture, en vigne et en fruits et légumes. Pour nous, le numérique et l'agroécologique, ce sont des défis. Nous avons des challenges qui sont de répondre à la transition agroécologique par l'intermédiaire des outils numériques comme les robots, comme l'analyse des images, comme les capteurs connectés, pour répondre aux vrais besoins des agriculteurs sur le terrain. Donc nous sommes à l'interface des demandes des agriculteurs et de l'offre en nouvelles technologies via les agriculteurs agritech. Mais qui se cache derrière ce réseau? Nous avons aujourd'hui 5 des membres, des responsables de chacun des sites des DigiFerm. Nous avons donc avec nous, je commence par Jérôme Damy. Bonjour Jérôme. Pour la Chambre d'agriculture et de Loire en filière grande culture à Miermaigne. Nous avons Pauline Mangin pour Arvalis en grande culture, polyculture et élevage. Bonjour Pauline. Christophe Gabliot donc pour la filière vigne, responsable de la DigiFerm Vinopole Sud-Ouest dans le Tarn. Mathieu Prudhomme, donc responsable de la ferme agroécologie 3.0 dans la Somme. Bonjour Mathieu. Et bonjour Delphine pour donc, la DigiFerm de Boigneville, portée par Arvalis. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais donner la parole donc, à Christophe Gabliot pour la filière vigne, qui va nous parler donc, de quel modèle économique pour la robotique viticole. Je t'en prie, Christophe. Merci Rolietta. Alors quelques mots. Donc, je travaille à l'Institut français de la vigne et du vin. Sur la mécanisation du vignoble au sens large, sur l'entretien du sol. Et c'est par ce biais-là que je suis rentré dans le domaine fascinant de la robotique viticole. Donc j'ai quelques réflexions à vous partager ce matin. Alors j'ai intitulé ma présentation « Le modèle économique de la robotique viticole en question », puisque effectivement, on a depuis un certain temps, depuis quelques années même, un développement assez certain de la robotique avec pas mal d'acteurs, un intérêt marqué des professionnels pour les solutions qui sont proposées, une thématique très prégnante de la substitution de l'utilisation des herbicides avec les restrictions d'usage sur le glyphosate, un discours dominant qui est celui qu'on a eu en introduction sur l'association de la robotique et de la baisse des intrants, l'agroécologie. Mais on peut se poser la question de quel est l'impact en fait, de ces nouvelles technologies ou quel pourra être l'impact dans le futur de ces nouvelles technologies sur le vignoble France. Alors ça va dépendre bien sûr du déploiement à grande échelle de ces solutions, des surfaces concernées, des régions concernées. Et donc la question qui est posée aujourd'hui pour moi, c'est la question de l'accessibilité économique des robots et de leur maturité en termes de sécurité, d'usage, de facilité de prise en main, etc. Alors, en deux mots, puisqu'on est dans un salon très grande culture et pas très viticole, quelques mots quand même sur les opérations concernées en viticulture par la robotique. J'en ai cité beaucoup, puisqu'il y a beaucoup d'opérations en vigne pour lesquelles on a besoin finalement de réduire la pénibilité, d'augmenter l'attractivité du métier, et puis surtout de gérer le sol avec moins de temps passé, puisque la substitution des herbicides est souvent synonyme de beaucoup de temps, de répétition des interventions et de consommation d'énergie. Accessoirement, il y a d'autres thèmes comme la sécurité des opérateurs, l'exposition aux pesticides, qui peut être un sujet pour les robots, mais dont je parlerai un peu moins aujourd'hui.
Alors, quels sont les acteurs du secteur en France aujourd'hui pour les robots viticoles? Eh bien, il y en a pas mal finalement, avec une répartition géographique en Champagne, avec des acteurs importants comme Vitibot, Exact Robotics. Dans le sud-ouest, avec Nayo Technologies, Green Culture, Vitirover, et puis en Val-de-Loire avec Citia. Bien sûr, il y a d'autres acteurs hors France qui arrivent sur le marché de la robotique viticole, comme Yanmar, qui est un industriel très important, industriel japonais, qui s'intéresse notamment aux robots de pulvérisation pour la Champagne. Il y a deux petits détails sur cette slide, c'est Sam Dutzfar et Polinck, qui sont en fait pas des petits détails, puisque ce sont de gros industriels en fait, qui commencent donc à s'impliquer dans la robotique au travers de la prise de participation dans les entreprises comme Vitibot et Green Culture. Ça, c'est un signe fort en fait pour le développement futur de la filière. Une petite présentation rapide maintenant des solutions techniques présentes sur le marché. Il y a des enjambeurs. Alors, vous avez 3 illustrations des enjambeurs aujourd'hui robotisés. Donc, le bleu, c'est Vitibot, Bacchus. Le gris, Exact Robotics, Trax. Et le blanc et vert, Nayo Technologies. Alors, Nayo et Vitibot proposent des enjambeurs électriques, des robots vraiment purement électriques, alors que finalement, on a aussi une proposition en thermique du côté de Exact Robotics et aussi du côté de Yanmar. Donc des propositions très différentes, à des prix un petit peu différents, puisque finalement, quand on utilise le thermique, on a des économies d'échelle sur la production des engins. Il y a aussi des robots qui ne ressemblent pas du tout aux précédents, qui sont plutôt des robots interlignes, donc qui vont gérer l'interrang de vigne en travail du sol, en tonte par exemple, et qui pourront éventuellement aussi gérer le cavaillon, c'est-à-dire le rang. Là aussi, on a des solutions différentes en termes d'énergie, hybride ou électrique. Voici un modèle, donc Citia dans le Val-de-Loire, qui propose donc, un enjambeur qui peut aussi être un interligne en fonction des vignes dans lesquelles il passe et de la configuration qu'il choisit. Donc c'est une proposition un peu unique et particulière sur le marché, qui est hybride. Donc il y a une traction électrique, mais alimentée par un moteur thermique. Et puis enfin un mini rover, Vitirover, alors qui est complètement électrique, qui est destiné à tondre uniquement la vigne, à tondre sous le rang et dans l'interrang, ce qui présuppose qu'on a des vignes totalement enherbées et donc qui présuppose aussi qu'on accepte une concurrence pour l'eau et pour l'azote plus importante avec ce mode d'entretien qui vient avec cette proposition robotique. On voit aussi depuis quelques mois maintenant de nouvelles fonctions apparaître sur les robots, c'est-à-dire que les robots sont rentrés dans la vigne par l'entretien du sol, par la substitution aux herbicides, mais pour gagner un petit peu en compétitivité et en performance, on va par exemple ajouter la tonte, on va ajouter des cellules de pulvérisation confinées, on va ajouter une cellule de rognage, enfin des outils qui vont pouvoir augmenter la polyvalence d'usage du robot et qui vont surtout se positionner en général dans le gabarit du robot pour des questions de sécurité. Alors, quels sont les facteurs de coût d'utilisation des robots? Il y a surtout l'achat au démarrage, quelques abonnements pour recevoir des corrections RTK pour le guidage GPS, l'astreinte humaine qui est toujours présente, enfin pas malheureusement, mais il faut toujours un petit peu d'astreinte humaine, l'énergie, même si c'est un facteur faible dans l'utilisation des robots, elle existe. Et puis tout le coût de l'environnement de l'usage des robots, c'est-à-dire les contraintes pour le transport, les assurances et les permis spécifiques pour le transport, s'il faut une grosse remorque pour passer d'une parcelle à une autre en passant par la route, par exemple. Un exemple très simple maintenant pour rentrer vraiment dans l'économie de l'usage des robots. Si on part avec une hypothèse très basse, aujourd'hui en termes de prix d'achat du robot, c'est 150 000 €. Concrètement, avec des outils, on sera plus autour de 200 000 €. On a des propositions sur le marché de location autour de 4 000 € par mois. C'est des machines récentes sur lesquelles finalement on ne va pas viser un amortissement très long puisque ça évolue très très vite. Donc sur 5 ans et 20 hectares, on va être à 1 500 € par hectare et par an. Ou sur la loc, sur 7 mois par an, 7 mois d'usage, on va être à 1 400 € par hectare et par an. Voilà, juste sur cette partie hardware en fait, sans compter tout le reste de coûts liés à l'usage.
Bon, sans compter la supervision humaine, hein, qui est un facteur de coût non négligeable, qui est un élément de sécurité aujourd'hui encore indispensable. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un opérateur qui soit capable d'intervenir s'il y a un vrai problème sur le robot. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un humain derrière, même si on réduit beaucoup le temps passé par l'exploitant. Donc sur la supervision humaine, il y a quelques enjeux. Est-ce que c'est possible à distance, en temps masqué, en faisant autre chose, pour utiliser plusieurs robots simultanément? Enfin, il y a des moyens que cette astreinte, en fait, elle ne soit pas énorme. Donc ce n'est pas le principal problème. Quand on regarde, en fait, aujourd'hui, les coûts par rapport aux services proposés par les robots, voilà où je veux en venir. Hein, je vous ai présenté autour de 1 400 1 500 euros par hectare et par an pour un robot de désherbage, pour faire le désherbage sous le rang. Si on part du chimique, le désherbage chimique qu'on essaye d'éviter maintenant dans la vigne, c'était autour de 150 euros par hectare et par an. Avec les restrictions d'usage du glyphosate et les changements de pratique, on est plutôt autour de 250 euros à 300 euros par hectare et par an en conservant du désherbage chimique. Quand on veut faire du désherbage mécanique avec un tracteur, on est autour de 450 à 650 euros par hectare et par an. Et avec un robot, on est à plus de 1 500 euros sans compter les coûts environnés juste avec l'amortissement. Donc ça fait une marge qui est encore très très haute à franchir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, mais ça veut dire qu'il y a quand même un vrai sujet aujourd'hui là-dessus. Alors réduire les coûts, deux options pour réduire les coûts avec cette base de calcul. Augmenter les surfaces, travailler avec une machine, ce qui veut dire une performance et un usage intense, ou avoir plus de durée d'amortissement, ce qui veut dire, paradoxalement, un usage peu intense pour pouvoir tenir dans la durée. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'optique de faire plus de travail avec une seule machine, hein. Soyons honnêtes. Alors, il y a ce coût aujourd'hui, mais il y a aussi peut-être des externalités positives à l'usage des robots, comme une utilisation plus rationnelle de l'énergie. On a vu qu'il y avait pas mal d'électrique, moins de bruit, ça peut jouer dans des secteurs où il y a beaucoup finalement d'habitation autour. Construire des itinéraires agroécologiques, en fait, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est d'utiliser les robots pour faire autrement dans les vignes. Donc, on est en train d'y travailler. Alors, faire des itinéraires pour éventuellement stocker du carbone avec la gestion des couverts grâce à des robots qui passeraient plus régulièrement. Pourquoi pas? C'est un sujet d'actualité aussi. Moins de tassement des sols, ça c'est vrai, puisque on a des unités qui sont globalement plus petites et beaucoup moins lourdes que la mécanisation classique aujourd'hui dans les vignes. Et puis le temps gagné, bien sûr. Alors le temps gagné, on est capable de le chiffrer. Tout le reste, on n'est pas capable de le chiffrer et on n'est pas capable de voir à quel point ça compense ou pas le surcoût qu'il y a aujourd'hui sur les machines. Un petit bilan. En point positif, on a une filière robotique viticole qui se structure, qui se renforce avec l'arrivée d'agroéquipementiers qui sont vraiment reconnus et qui sont là, en fait, sûrement pas pour faire de la figuration, donc pour proposer une offre compétitive, je pense, et de nature à faire baisser les prix. Deuxième point, les robots gagnent en performance et en sécurité, ils s'améliorent tous les jours, ça va vite. Et puis ils sont attractifs. À chaque fois qu'il y a une présentation de robots, il y a un vrai intérêt parce que on ne peut qu'être assez enthousiaste de voir ces machines travailler toutes seules et de voir la performance réelle. Point négatif, c'est évidemment le prix aujourd'hui encore, avec un régionalisme assez marqué selon la valeur ajoutée du vignoble. Concrètement, il se vend des robots en Champagne, à Cognac, dans des régions où on peut acheter des robots pour faire de l'image, pour s'en servir aussi comme un élément vraiment de présentation, de valorisation de l'exploitation. Ça peut être très pertinent, pertinent du point de vue de l'image, mais un peu moins du point de vue du ratio technico-économique. Mais bon, c'est un autre problème. Et puis il y a la problématique du transport qui reste pour moi encore un vrai souci, surtout si on a un parcellaire un petit peu étalé, éclaté, qu'il faut traverser des chemins, des routes. Aujourd'hui, la réglementation oblige à mettre le robot sur une remorque. Et donc ça, c'est un petit peu lourd à l'usage quotidiennement. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie. As-tu des questions? Bien sûr, on en a plein. En tout cas, moi. Nous savons qu'il y a pléthore de solutions numériques dans tous les secteurs agricoles, en particulier dans la robotique agricole. Il y a plusieurs options, plusieurs robots, comme on l'a vu, qui peuvent répondre à différentes questions pour s'adapter donc au changement climatique et trouver des solutions numériques plus agroécologiques. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'il y a vraiment un portrait robot qui serait agroécologique et utile au vignoble aujourd'hui? Alors, si on part un petit peu des définitions de l'agroécologie, on va devoir utiliser moins d'intrants, on va devoir limiter le recours au travail du sol,
on va devoir faire fonctionner l'économie circulaire. Donc en fait, on va devoir avoir des robots qui vont gérer des couverts végétaux pour moins travailler le sol et quand même limiter la concurrence pour l'eau et pour l'azote vis-à-vis de la vigne. Et donc aujourd'hui, ça ne serait pas des robots qui labourent, même si des robots qui labourent et qui désherbent mécaniquement, c'est positif parce qu'on utilise moins d'intrants, moins d'herbicides, qu'on utilise aussi moins d'énergie. Ça, c'est positif, hein, d'utiliser moins d'énergie. Ça fait partie des critères un peu agroécologiques. Ça ne suffit pas pour remplir toutes les cases un petit peu de l'agroécologie au sens des définitions qu'on peut trouver dans la littérature. Il faudrait des robots qui fassent autre chose, qui soient capables de gérer des couverts en limitant vraiment le recours au travail du sol. Merci beaucoup pour cette réponse. Peut-être des questions du public ? Oui, bonjour. Donc Nicolas Magnès d'Agrintech Valley, donc un cluster AGTech basé à Orléans. Sur le coût d'investissement et d'amortissement de la robotique, alors viticole, mais d'une manière générale de la robotique, il y a aussi des aides à l'acquisition d'agroéquipements, les PCAE, etc. Et on voit que les pouvoirs publics sont capables parfois, on le voit sur le renouvellement du parc automobile, pour des voitures avec des moteurs plus performants ou la voiture électrique, etc. On est capable de mettre des aides pour, on va dire, un peu lancer la machine. Est-ce qu'aujourd'hui, les solutions que vous avez proposées, les différents fabricants, est-ce qu'il y a des solutions robotiques qui sont référencées dans les PCAE sur des niveaux d'aide qui sont suffisants aujourd'hui pour que ce soit suffisamment incitatif pour les agriculteurs ? Alors oui, 2 niveaux de réponse. Effectivement, il y a des robots qui sont éligibles aux aides. Donc il est possible effectivement d'avoir jusqu'à 40% d'aide à l'investissement. Alors sur un robot qui fait 200 000 €, ça commence à faire pas mal d'argent. Donc si on parle d'amorcer la pompe et d'avoir quelques dizaines, voire quelques centaines d'unités x 80 000 €, ça fait un sacré budget quand même dans les PCAE, très très vite. Voilà. Donc... Oui, c'est bien d'amorcer la pompe. 2, il ne faut pas que l'industrie soit dépendante en fait de ces aides parce que le vrai prix pour l'utilisateur, c'est le prix quand même hors aide finalement. Hein. C'est ce qui devra perdurer. Alors c'est bien pour amorcer la pompe, pour essayer d'arriver à un niveau de production pré-industriel, pour avoir des économies d'échelle lors de la fabrication, pour arriver à faire baisser les coûts. Puisque aujourd'hui, finalement, on est sur des toutes petites séries, voire des pré-séries, sur lesquels il ne peut pas y avoir d'économie d'échelle. Donc c'est normal que ça soit très cher. Hein. Merci. Merci pour la question. Il y en a peut-être d'autres questions dans la salle ? Oui, bonjour, Frédéric de Filagro France, forcément concerné par les réductions phyto. Est-ce qu'on commence à avoir une vision de la perception du grand public par rapport à la robotisation de l'agriculture, puisque au-delà des aspects environnementaux, il y a une vision fantasmée du grand public de l'agriculture à l'ancienne, j'ai envie de dire, et la robotique, quelque part, en voulant changer ce modèle, on va vers un autre modèle un peu productiviste aussi. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, je vois l'idée. Alors, dans le grand public, il y a des oppositions très fortes, en fait, d'une certaine partie de la population par rapport aux nouvelles technologies. Où on a déjà fait des conférences sur la robotique à Toulouse, par exemple, où on a eu la scène envahie par des militants qui disaient on ne veut pas de robots dans les champs, on veut des gens dans les champs. Alors quand on leur dit mais justement on ne trouve pas parce que c'est pénible, et ils disent oh mais il y a des migrants qui frappent à nos portes, donc bon, ok, très bien, vous voulez le nouvel esclavagisme moderne, c'est ça en fait. Donc bon, il y a une incompréhension en fait, hein. Il y a une incompréhension et des oppositions de principe. Mais je pense qu'il y a une autre partie de la population qui est assez ouverte à ça et qui accueille le truc assez favorablement, surtout dans les jeunes générations. Je vois les discours sur baisser la pénibilité, réduire l'énergie utilisée, réduire le bruit, enfin rendre le truc un peu plus attractif. Ça parle à pas mal de gens quand même, et surtout à une nouvelle génération. Merci. Merci à vous pour cette question. Justement, hier, j'étais à une conférence où Nayo intervenait et on parlait de la pénibilité au travail et tous ces aspects-là auxquels ils sont confrontés. Donc, c'est vraiment chez eux, des constructeurs de la robotique agricole,
où ces problématiques viennent. Donc, c'est vraiment un sujet qui est clé dans la robotique. Donc, on va passer à la prochaine filière. Merci beaucoup, Christophe, pour ta présentation. On va parler maintenant des grandes cultures. Donc, sur la même grande thématique, comment créer la valeur ajoutée avec les solutions numériques, quelles seraient les perspectives de la robotique au service de l'agroécologie? Nous savons aujourd'hui qu'il y a donc plein de solutions numériques et robotiques pour le désherbage ciblé et par exemple le binage et la frappe ciblée permettant d'appliquer moins d'herbicides sur le terrain. Mais on est tous conscients que la mécanique ne remplacera pas à 100% l'utilisation des produits phytosanitaires. Par contre, il y a des questions qui se posent par rapport à la viabilité économique de la part des agriculteurs sur comment adapter son matériel aux technologies robotisées. Qu'est-ce que je dois faire si je dois démultiplier mes robots en mini-robots ou adapter mon matériel agricole existant? Et aussi, qu'est-ce que c'est que cette question d'appliquer une technique plus agroécologique? Et pour ça, Mathieu Prudhomme, je me dirige vers toi. J'avais une question sur quels sont les enjeux de la mise en place des systèmes de culture agroécologiques en grande culture. Alors déjà, un tout petit résumé, une petite explication de la traduction de l'agroécologie en grande culture. Donc déjà, l'agroécologie, c'est le fait d'utiliser les processus de manière intégrée de régulation naturelle afin de maximiser les interactions dans l'agrosystème en vue de produire et en réduisant du coup l'utilisation des intrants. Très concrètement, c'est d'essayer de maximiser au maximum les effets bénéfiques de la nature en vue d'avoir une production intéressante, parce que la finalité est tout de même d'avoir à manger quand même, hein. Mais du coup, utiliser ce que fait la nature en mieux pour produire, et tout en limitant donc l'utilisation des intrants, les fameux intrants. Alors, concrètement, en grande culture, il y a différentes thématiques qui se dégagent, hein. On parle de préservation des sols, que ce soit de son activité biologique ou de sa fertilité de manière générale. Donc on parle de réduction des tassements, etc. On parle de diversité des cultures afin de mettre en avant notamment ces interactions d'espèces, et puis de préserver tout ce qui est biodiversité qu'on appelle fonctionnelle, par le maintien d'espaces dédiés afin que la nature nous aide à produire tout simplement. Voilà. Et donc dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire qu'on va avoir de la diversité forcément dans la manière de produire. On va avoir des mélanges d'espèces, des choses comme ça, des auxiliaires à devoir gérer, et ce qui va emmener forcément de la complexité. Et indéniablement, ce qui va se passer, c'est qu'on va certainement avoir des réductions de flux. Et qui dit réduction de flux, ça se traduit par des réductions de débit de chantier notamment. Et donc il y a deux possibilités. Soit on ramène de la main-d'œuvre au champ afin d'effectuer cette productivité due à la perte de débit, ou on fait appel à la robotique. Merci pour cet éclairage sur l'agroécologie. Et nous savons qu'en grande culture, la robotique est encore un peu embryonnaire, que les solutions sont moins présentes en robotique dans les grandes cultures. Je voulais savoir, maintenant je me dirige vers Pauline, quelles sont les contraintes et de quel ordre économique, organisationnel, technologique, pour mettre en place des technologies robotiques en grande culture? Alors tu l'as dit, aujourd'hui en grande culture on n'a pas énormément de solutions. On en a testé, par exemple des robots de désherbage, mais c'est des robots qui sont de petite taille, qui sont plutôt adaptés au maraîchage ou aux cultures à forte valeur ajoutée, donc pas forcément adaptés aux grandes cultures. On l'a dit, des débits de chantier assez faibles. On l'a vu également pour la vigne et c'est identique pour les grandes cultures. On a des difficultés au niveau de la réglementation. Ça va nécessiter une adaptation au niveau des agriculteurs, suivre la technologie. Aujourd'hui, on ne peut pas, la réglementation ne nous permet pas de laisser des tracteurs autonomes dans les champs, donc il y aura également un suivi. Donc voilà les principales contraintes. On l'a vu aussi, la partie économique qui reste assez floue aujourd'hui. Parfait, merci beaucoup pour ce complément des réponses qui nous
qui nous donne un peu une espèce de transition vers la prochaine question sur... donc aujourd'hui, ce n'est pas très développé la robotique en grande culture, mais quels seraient les avantages qu'elle peut apporter comparativement au matériel actuel? Et je me dirige vers toi, Jérôme, s'il te plaît. Alors, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec la vigne, donc on va être un peu dans les mêmes avantages. On va réduire le tassement, donc ça c'est tout l'aspect environnemental, donc on va réduire le tassement, donc ça on va préserver la qualité des sols. Il y a l'impact énergie aussi, donc en général on est sur de robots électriques, donc voilà on gagne, on a une énergie verte on va dire. On va aussi réduire l'apport d'intrants. Donc en général, on va avoir des robots, par exemple, sur les grandes cultures et des cultures en ligne. On va pouvoir détecter les adventices sur le rang et sur l'inter-rang. Et du coup, on va apporter l'herbicide de manière complètement ciblée, ce qui va permettre de réduire jusqu'à 90% l'apport d'intrants. On va avoir aussi une automatisation des tâches. Donc on fait un certain nombre de tâches dans les parcelles et ces tâches-là, elles sont répétitives, donc elles peuvent être automatisées. Les tâches qui sont répétitives sont en général pénibles, donc on va aussi réduire la pénibilité, on va réduire du coup les troubles musculo-squelettiques, on va réduire les maladies, les blessures, etc. Donc voilà, c'est un avantage concret pour l'agriculteur. Ensuite, on va aussi réduire quelque part la main-d'œuvre. Alors ça peut être décrié aussi, mais c'est un fait. Et du coup, cette réduction de main-d'œuvre va nous permettre de gagner en productivité. Et le dernier point, c'est aussi un point qu'on néglige bien souvent, c'est que quand on va passer avec un robot, par exemple, dans la parcelle, on va pouvoir réaliser un certain nombre de tâches. Le robot, on peut lui dire de réaliser 2-3 tâches en même temps, ce qui est difficile de faire avec du matériel plus classique. Donc on va pouvoir optimiser aussi le nombre de passages. Tout à fait, et sans oublier aussi la partie plus sociale du contexte que nous vivons, les départs à la retraite, le manque d'exploitants qu'il y aura d'ici peu. Donc ce besoin aussi pédagogique pour les générations futures, les jeunes, je pense que c'est aussi un grand facteur de poids qui fait que pour cette transition numérique. On va avoir pas mal de départs à la retraite et des surfaces agricoles qui ne vont pas disparaître, donc elles vont être reprises. Et en général, on va aller quand même sur un agrandissement des exploitations avec un niveau, on va dire, équivalent de main-d'œuvre agricole. Donc il va falloir à un moment donné trouver des solutions justement pour résoudre cette problématique-là où on n'a pas de la main-d'œuvre à l'infini, mais on a des exploitations qui deviennent de plus en plus grandes. Tout à fait. Merci pour ces réponses. Maintenant, je me tourne vers Delphine. S'il te plaît, Delphine, je voulais savoir où nous en sommes aujourd'hui en matière de robotique pour les grandes cultures. Donc, j'aurais adoré vous présenter une diapo aussi chargée que Christophe, mais vous allez voir, on n'a pas de diapo. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de tests. Depuis 2016, on voit pas mal de tentatives de robotique en grande culture. Aujourd'hui, réellement, on a le Farm Droid qui tourne sur betterave, un robot qui sème et qui désherbe. Que nous pouvons voir d'ailleurs au LS6. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui les quelques robots qui marchent, parce que ceux qu'on a vus par le passé, en fait, c'est ni plus ni moins que des robots qui étaient faits pour le maraîchage, qui ont été construits dans une optique de maraîchage et qu'on a testé pour tenter le coup en grande culture. Et il s'est avéré effectivement qu'ils étaient bien adaptés au maraîchage avec l'objectif qu'ils avaient eu au démarrage, mais moins au niveau des grandes cultures. Très bien. Au sein du réseau DigiFerm, il y a des tests qui ont été faits sur des robots au maraîchage adaptés, enfin des robots qui sont pour le maraîchage, et on a essayé de les adapter en grande culture, surtout des cultures sarclées ou en betterave. Mathieu, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Oui, à la ferme 3.0, donc dans la Somme, on a eu l'opportunité de travailler avec Nayo, et notamment la mise en... l'adaptation du robot Dino au désherbage des cultures en ligne cerclées à 45 cm, que sont la betterave, le haricot vert ou le colza par chez nous. Mais malheureusement, la technologie à cette époque, en 2017, on va pas dire que c'était le Moyen-Âge de la robotique en grande culture, mais c'était un peu l'idée tout de même. On s'est confronté à des gros problèmes de développement, autant en maraîchage, qui était de toute manière
l'objectif premier de la société Naïo en termes de développement, consommer déjà énormément de ressources de leur part, et du coup le développement en grande culture, on a vu qu'il avait encore un très gros gap à passer. Au bout de 3 ans, on a réussi à faire demi-tour au robot en bout de champ et à lui faire suivre des lignes en courbe, ce qui est déjà pas mal, ce qui paraît tout bête quand on le dit comme ça, mais informatiquement c'est déjà énormément de boulot. C'est clair que ça requiert non seulement de l'expertise technique, mais aussi des ressources sur le terrain pour pallier à tous les problèmes qui peuvent souvenir. Je reste avec toi, Mathieu, pour la prochaine question qui est quelles seraient les perspectives des solutions robotiques à court, moyen terme en grande culture? Alors déjà, à court terme, on voit apparaître assez peu de matériel. Il y a des petites tentatives. Là, on voit notamment le robot de Lemken et Kron, le tracteur au porte-engin autonome. Ça serait plutôt du moyen terme. À court terme, on voit tout de même arriver quelques petites solutions, notamment sur des tâches, comme on disait Jérôme, qui sont répétitives, chronovores. Je peux donner par exemple l'exemple du robot Oscar de la petite start-up Osiris, qui cherche à automatiser l'irrigation en grandes parcelles. Donc là, ça serait vraiment on va dire, un gain en termes de main-d'œuvre, on va dire. Osiris, excuse-moi, j'ajoute juste un complément d'info. Oui. Osiris, ils sont aussi. Ils sont également sur le site. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Mais autrement, sur du moyen terme, moi ce que j'imagine, c'est que la robotique, si elle veut vraiment contribuer à la mise en place d'agroécologie au niveau des grandes cultures, c'est qu'elle va devoir être agile et je dirais relativement légère. Le poids va vraiment être un enjeu crucial. Jérôme le disait tout à l'heure, on va certainement vers des agrandissements d'exploitation et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'agrandissement souvent se traduit par de la simplification des systèmes, de la spécialisation des systèmes. Or, l'agroécologie, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu l'opposé de tout ça. Et donc, je pense que les robots en grande culture vont probablement se développer plutôt pour travailler en essaim. Donc un ensemble de petits robots qui vont travailler de concert sur la parcelle plutôt que des grosses unités comme on peut le voir aujourd'hui sur du machinisme classique. Un petit exemple que j'aime bien aborder depuis 2017 maintenant déjà, c'est le processus de récolte des betteraves. Aujourd'hui, les betteraves sont récoltées pratiquement intégralement par des machines qu'on appelle les intégrales qui pèsent autour des 60 tonnes. Et qui ont un impact potentiellement négatif sur le tassement des sols. Alors pourquoi aujourd'hui on a des intégrales? Tout simplement, c'est qu'elles sont très pratiques. Elles nécessitent uniquement un chauffeur qui est capable de réaliser le chantier pratiquement tout seul. Étant donné qu'on a de moins en moins de manœuvres sur l'exploitation, l'intégrale a trouvé assez facilement sa place, notamment via cet aspect-là. Mais je me dis, pourquoi pas plus tard imaginer un essaim de robots qui vont permettre de réaliser des chantiers de récolte de manière un petit peu décomposée comme on l'avait dans les années 70, avec un robot effeuilleur, un robot arracheur et puis quelques robots débardeurs qui vont, sous la houlette d'un chef robot, on va dire, réaliser la prestation de récolte. Finalement, on aboutira à avoir un chantier qui va se faire avec une seule personne en supervision et certainement l'intérêt de réduire énormément les tassements. Alors ça, c'est du long terme, mais quand je vois des robots tels que celui de Lemken, on peut imaginer qu'au niveau technologique, on n'est pas très très loin. Reste ensuite tout cet aspect économique que je ne veux pas réévaluer, mais qui nous emmène encore sur quelques années devant nous. Peut-être des modèles économiques sur la robotique à changer, à voir. Je vais laisser la parole au public s'il y a des questions sur les différentes thématiques qui ont été abordées, aussi bien en grande culture qu'en viticulture. Y a-t-il des questions? Non. Je vais poser d'autres questions alors. Donc celle-ci va être pour Christophe. Est-ce que l'usage des robots par les entreprises en prestation pour les vignerons est une solution pour faciliter l'accès à la technologie? Alors oui, ça serait une bonne solution, surtout peut-être
pour se familiariser avec les robots et pour pouvoir les tester sans aucune prise de risque, juste avec une prestation sur une partie seulement de l'exploitation si on veut, et puis vraiment dédier, complètement déléguer la tâche de désherbage à une entreprise qui a fait l'effort de l'investissement dans le robot et qui va aller valoriser cet investissement auprès de plusieurs vignerons intéressés. Alors ça a une petite limite quand même, puisque le prestataire, il va avoir quand même besoin de faire beaucoup de surface pour lui aussi valoriser son investissement. Et pour valoriser au mieux, il va avoir besoin de surfaces assez rapprochées les unes des autres. Donc les organisations communes à l'échelle de vignobles sont intéressantes pour commencer à s'approprier ou à tester sans aucune prise de risque pour les producteurs en tout cas. Donc du coup, ça fait transition pour ma prochaine question. Les robots en cumin, est-ce que ce serait une piste de... Alors effectivement, c'est une piste aussi envisagée d'acheter un robot à plusieurs et donc de se le partager. Par contre, ça n'enlève pas la problématique du transport et de la performance nécessaire. Pourquoi ? Parce que l'idée de démultiplier les utilisateurs et les surfaces pour améliorer finalement le bilan économique à l'hectare, c'est une bonne idée à condition que le robot puisse suivre. C'est-à-dire que s'il faut faire 50 hectares par an en binage avec un robot de binage en viticulture, il faut que le robot soit capable de faire ces 50 hectares fois 5, 6 ou 7 passages par an. Ça veut dire qu'il ait une performance, un débit de chantier qui lui permette de faire ça, en prenant en compte le fait qu'il va changer d'utilisateur, donc il y aura des transports, il y aura des recharges, il y aura un certain nombre de logistiques. Donc oui, c'est à l'étude pour voir justement s'il peut y avoir des regroupements parcellaires pertinents pour faire ça. Tout à fait, ça va dépendre du type de robot aussi, parce que si on parle des robots 100% avec des moteurs thermiques, par exemple, il y a besoin de carburant. Quand on transporte les robots, il y a besoin aussi d'apporter le carburant qui vient avec. Et donc, c'est toute une histoire de logistique qu'il faut tenir en compte, qu'il ne faut pas oublier. Il fait partie du calcul des coûts et des bénéfices que ça peut apporter. Alors, paradoxalement, l'énergie, le carburant, le carburant n'est pas la principale problématique en matière d'énergie, puisque c'est quelque chose que les producteurs, les agriculteurs ou les viticulteurs ont l'habitude de gérer. Par contre, oui, la recharge électrique d'un robot partagé, ça peut poser problème, parce que certains vont se brancher sur une simple prise de courant, d'autres vont avoir besoin d'une prise renforcée ou d'une borne un peu spécifique pour supporter une intensité de charge supérieure. Et donc, dans une utilisation à plusieurs, il va falloir déterminer où est la borne, qui l'utilise, est-ce qu'il faut plusieurs bornes parce qu'il y a plusieurs utilisateurs pour éviter justement des allers-retours et des pertes de temps. Donc ça, la question se posera plus avec l'électrique qu'avec le thermique. Parfait, merci pour ces compléments de réponse. Des questions qui viennent comme ça de la part du public ? Toujours pas. C'est qu'on a été très clair. Hein. Oui, comme d'habitude. Donc, en tout cas, merci pour vos interventions. Merci d'avoir été là avec nous pour parler Digiferm, numérique, robotique, dans cette perspective des transitions agroécologiques. Nous savons aujourd'hui que nous avons besoin d'évolutions réglementaires d'adaptation à la transition numérique et agroécologique. Le réseau Digiferm est là pour répondre à ces questions. Demain, si la règle zéro produit de synthèse devient une norme, les robots pourront peut-être gagner encore plus de place et gagner en plus-value. Et donc nous sommes là pour donner un cadre technique et économique et imaginer co-construire des nouveaux services pour les robots agroécologiques, aussi bien en France que bientôt à l'échelle européenne. Et nous considérons que l'importance de rapprocher le besoin du terrain aux petites et moyennes entreprises, que ce soit des startups ou des grandes entreprises, est clé pour pouvoir faire évoluer le marché de la robotique, toujours en prenant en compte les besoins du terrain, les vrais besoins des agriculteurs, viticulteurs et éleveurs. Donc, la question qui reste à discuter encore et que je vous invite à le faire au stand de Digiferm au hall 6, stand F69 au village des startups, c'est allons-nous vers un changement de modèle des marchés pour les fournisseurs agritech.
Donc je vous invite à discuter de ça ensemble au stand et aussi à la prochaine table ronde qui aura lieu au village des startups également, animée par Iris Sud-Est Innovation, où les DigiFerm prendront la parole à 10h. Donc un grand merci aux intervenants pour votre qualité des informations. Et vous pouvez les applaudir fort. Et merci à vous encore une fois d'être venus nous accompagner aujourd'hui.